J'ai empoisonné le café de mon gendre ce matin-là, en versant une dose précise de belladone dans sa tasse fumante, tout en souriant comme une mère aimante. Ma fille, Marie, a bu le sien sans se douter que j'avais épargné le sien pour la laisser assister à l'agonie de l'homme qu'elle aimait. Et quand il s'est effondré sur le parquet ancien de notre maison familiale à Provence, ses yeux implorant les miens, j'ai murmuré « C'est pour ton bien, Jacques. Et pour le mien. » Je m'appelle Élise Duval, et si vous pensez que la vengeance est un plat qui se mange froid, vous n'avez jamais goûté au poison que j'ai mijoté pendant des années dans les recoins sombres de mon âme. Nous vivions à Aix-en-Provence, dans cette bastide du XVIIIe siècle que mon mari défunt, Henri, avait hérité de son père. Une maison aux murs ocre, aux volets verts écaillés par le Mistral, imprégnée d'odeurs de lavande et de regrets. Henri était mort 10 ans plus tôt, emporté par un cancer fulgurant, me laissant seul avec Marie, notre unique enfant, alors âgé de 15 ans. J'avais élevé ma fille comme une fleur fragile dans ce jardin provençal, lui enseignant les subtilités de la vie à la française. Les marchés du samedi où l'on marchandait pour des tomates heirloom, les dîners où le vin coulait comme des aveux, et les silences lourds qui masquaient les secrets de famille. Mais les secrets, ils ont une façon bien à eux de remonter à la surface, comme la sève empoisonnée d'un olivier centenaire. Tout a commencé il y a 2 ans, quand Marie a ramené Jacques chez nous pour la première fois. Il était charmant, ce Jacques Moreau, avec son sourire carnassier et ses yeux verts qui semblaient lire dans les âmes comme un confesseur jésuite. Architecte de profession, originaire de Marseille, il parlait avec cet accent chantant du Sud qui fait fondre les cœurs des Parisiennes en exil. Marie, avec ses 23 ans frais comme une figue mûre, était éperdument amoureuse. « Maman, il est parfait », me disait-elle en rougissant, ses boucles châtaines cascadant sur ses épaules. « Parfait ? J'aurais dû voir les fissures dès le début. » Jacques s'est insinué dans nos vies comme une ombre bienveillante. Il réparait les tuiles du toit après une averse d'automne, cuisinait des bouillabaisse qui rivalisaient avec celles de ma grand-mère, et offrait à Marie des bouquets de mimosas cueillis à l'aube. Mais moi, Élise, je sentais quelque chose de pourri sous cette façade. Peut-être était-ce son regard qui s'attardait trop longtemps sur les portraits d'Henri accrochés dans le salon, ou la façon dont il posait des questions anodines sur l'héritage familial. Votre mari était un homme chanceux, Élise. Cette maison, c'est un trésor. Sa voix était douce, mais ses mots portaient des crocs. Les premiers mois furent idylliques. Nous dînions tous les 3 sous la treille, le soleil couchant peignant le ciel en pourpre et or, tandis que Jacques racontait des anecdotes sur ses chantiers à Marseille. Marie riait, ses yeux brillants comme les fontaines de la place de la Rotonde. Je feignais l'enthousiasme, mais au fond de moi, une vieille blessure se réveillait. Henri n'avait pas seulement laissé une maison, il avait laissé un secret, un fardeau que j'avais porté seul pendant des années. Un secret lié à la mort de son frère, Paul, survenu 20 ans plus tôt dans un accident de voiture suspect. Officiellement, c'était un dérapage sur la route sinueuse vers Gordes. Mais moi, je savais. Paul avait été assassiné, et Henri avait couvert le crime pour protéger la famille. J'avais gâché ma vie à endosser le rôle de la veuve éplorée, à mentir aux enquêteurs, à enterrer la vérité sous des couches de silence provençal. Jacques, ce serpent, a commencé à creuser. Un soir, après un verre de trop de rosé de Calanque, il m'a confronté dans la cuisine, pendant que Marie dormait. « Élise, j'ai trouvé des lettres dans le grenier. Celles de Paul à Henri. Elles parlent d'une dette, d'un vol d'argent familial. Et de vous. » Son ton était mielleux, mais ses yeux brillaient d'une cupidité que je reconnaissais trop bien. Il avait fouillé, ce misérable, remuant la poussière des ans pour exhumer mes fantômes. Les lettres révélaient que j'avais su pour l'adultère d'Henri avec une amante de passage, et que Paul, le frère jaloux, avait menacé de tout révéler. L'accident ? Pas un accident. Henri avait saboté la voiture, et j'avais menti pour le couvrir, gavant les policiers de larmes et d'alibis fabriqués. J'avais porté ce crime sur mes épaules, devenant la complice muette d'un meurtre. Jacques n'était pas un simple curieux. Il était le fils illégitime de Paul, né d'une liaison clandestine, élevé dans la rancune par une mère amère qui lui avait seriné l'histoire de la trahison des Duval. Il avait changé de nom, gravi les échelons, tout pour se venger. Se marier avec Marie, ce n'était qu'un moyen d'infiltrer la maison, de réclamer l'héritage volé, de me détruire de l'intérieur. Vous avez tué mon père, Élise. À travers Henri, mais c'est vous qui avez tenu le volant invisible. Maintenant, je prends ce qui m'appartient. Je l'ai giflé ce soir-là, ma main tremblant comme une feuille de vigne au vent. Il a ri, un rire bas et cruel, provençal jusqu'à la moelle. Marie est à moi maintenant. Et cette maison le sera bientôt. Il avait raison. Les mois suivants, il a tissé sa toile. Il a convaincu Marie que j'étais dépressive, instable, que je refusais de lâcher prise sur le passé. Elle, ma propre chair, a commencé à douter. « Maman, pourquoi tu le détestes autant ?»
Il t'aime comme un fils. Un fils? Si seulement elle savait qu'il était le neveu qu'elle n'avait jamais eu, le sang maudit du frère assassiné. Puis vint le jour fatidique. Jacques, avec son contrat d'architecte bidon, a falsifié des documents pour prouver que la maison était hypothéquée à son nom, un mensonge forgé sur des signatures imitées d'Henri. Il a changé les serrures pendant que j'étais au marché, et quand je suis revenu, sac de provisions à la main, la porte s'est ouverte sur eux deux, enlacée dans mon salon. « Nous ne partons pas », a-t-il dit, sa voix résonnant comme un verdict de cour d'assises. Marie, les yeux baissés, a murmuré « Désolé, maman. C'est pour notre avenir. » J'ai senti le monde basculer, comme si le Mistral avait emporté les fondations de ma vie. Ce n'était pas seulement une éviction, c'était une profanation. Ma maison, mon sanctuaire, souillé par le fils du mort que j'avais aidé à enterrer. La trahison de Marie coupait plus profond que le couteau de cuisine que je serrais dans ma poche. Elle choisissait l'ennemi, aveuglée par l'amour ou par les mensonges qui lui chuchotaient la nuit. Et moi, Élise Duval, veuve, mère, criminelle refoulée, j'allais riposter. Pas avec des cris ou des avocats. Non, avec la vengeance française, celle qui se savoure en silence, comme un cassoulet mijoté sur feu doux. Les jours suivants furent un cauchemar feutré. Ils occupaient ma chambre à moi, transformant le lit conjugal en nid d'amour illégitime. Je dormais dans le salon, sur le canapé usé, écoutant leur rire filtré à travers les murs. Jacques paradait, commandant des rénovations qui effaçaient les traces d'Henri. Il abattit la cloison du bureau pour en faire une suite parentale, peignit les murs en blanc moderne au lieu de l'ocre chaleureux. C'est l'avenir, Élise. Laissez le passé pourrir. Ces mots étaient des flèches empoisonnées, chaque syllabe rappelant le crime que j'avais couvert. Mais j'avais mes propres armes. Dans le grenier, sous des piles de linge jauni, je gardais une fiole de belladone, héritée de ma grand-mère herboriste. Pour les maux de cœur incurables, disait-elle avec un clin d'œil. J'ai passé des nuits à planifier, à doser, à imaginer l'agonie de Jacques. Ses veines se contractant, son souffle rauque comme le vent dans les calanques. Marie, elle était le talon d'Achille. Si je la tuais, je me tuais moi-même. Non, elle assisterait, elle comprendrait, et peut-être, dans la révélation, elle choisirait à nouveau sa mère. La tension montait comme une tempête d'été. Au dîner, les conversations étaient minées. Jacques parlait d'argent, de dettes imaginaires que j'aurais accumulées, justifiant leur emprise. Marie hochait la tête, ses yeux évitant les miens. Une nuit, je les ai surpris dans le jardin, sous la lune provençale. Il lui murmurait « Ta mère est toxique, Marie. » Littéralement. Elle a du sang sur les mains. Elle a pleuré, et pour la première fois, j'ai vu la fissure dans son armure. Mais il l'a consolée, l'embrassant avec une possessivité qui me donnait la nausée. J'ai décidé d'agir le jour de leur anniversaire de fiançailles. Un brunch dans la cour, avec du café frais et des croissants du boulanger du coin. J'ai versé le poison dans sa tasse, inodore, invisible. Quand il a bu, grimaçant légèrement, un peu amer aujourd'hui. J'ai su que c'était fait. Marie a siroté le sien, pur, et l'a regardé s'effondrer, le visage tordu en un masque de douleur. « Jacques !» a-t-elle hurlé, se tournant vers moi, les yeux emplis d'horreur. « Que as-tu fait, maman ?» J'ai souri, froidement. « Je t'ai sauvé, ma chérie. Il est le fils de l'oncle Paul. Il voulait nous détruire pour venger un meurtre que ton père et moi avons couvert. » Les mots ont jailli comme un torrent, libérant des années de silence. Jacques, agonisant à mes pieds, a toussé du sang. Elle. Ment. Marie. Je t'aime. Sa voix s'est brisée, un râle final. Marie s'est agenouillée près de lui, sanglotant, mais ses yeux se sont levés vers moi, un mélange de dégoût et de doute. La police est arrivée 1 heure plus tard, alertée par un voisin curieux des cris. Ils m'ont emmené, menottes au poignet, tandis que les gyrophares bleus illuminaient la Bastide comme un opéra tragique. Dans la cellule froide du commissariat d'Aix, j'ai fermé les yeux, pensant à la Provence éternelle. Les champs de lavande qui ondulent, indifférents aux drames humains. La vengeance avait commencé, mais ce n'était que le premier acte. La détention préventive à la maison d'arrêt des femmes de Marseille fut un baptême du feu pour une âme provençale comme la mienne. Les murs suintants d'humidité, les cris nocturnes des codétenus, l'odeur de désinfectant mêlée à celle de la peur, tout cela contrastait avec les parfums de thym et de romarin de ma Bastide. J'avais 52 ans, et pour la première fois, je me sentais vivante, libérée du poids du mensonge. Mais la liberté a un prix, et le mien se nommait Marie. Les interrogatoires commencèrent dès le lendemain. Le capitaine Laurent, un Provençal trapu aux moustaches grisonnantes, me fixait par-dessus ses lunettes, son accent roulant les R comme des cailloux dans un torrent. « Madame Duval, vous accusez votre gendre d'être un imposteur? Et vous l'avez empoisonné pour ça ?»
Avec de la belladone, rien que ça. Classique, mais audacieux. J'ai raconté tout, les lettres, le secret de Paul, la vengeance de Jacques. Laurent haussait les sourcils, notant frénétiquement. Et votre fille? Elle corrobore? Marie. La question me transperçait comme une lame de couteau la gueule. Elle était venue me voir le 3e jour, à travers la vitre crasseuse de la salle des visites. Son visage, pâle comme un albâtre, était marqué par des cernes profonds. Maman. Pourquoi? Il est mort dans mes bras, en me disant que tu étais folle. Sa voix tremblait, un mélange de chagrin et de rage. J'ai plaqué ma main sur la vitre, comme pour la toucher. Écoute-moi, ma puce. Jacques était le fils de Paul. J'ai les preuves dans le grenier. Il voulait la maison pour se venger de ton père. Elle a secoué la tête, des larmes coulant comme le Rhône en crue. Les lettres? J'ai fouillé. Il n'y a rien. Tu as tout inventé. Tu étais jalouse, c'est tout. Jalouse de notre bonheur. Jalouse? Le mot me brûlait plus que l'acide. Marie, ma Marie, avait choisi de croire le serpent. Ou pire, peut-être savait-elle. Pendant ma détention, des bribes d'informations filtraient via mon avocate, une jeune Toulonnaise nommée Sophie, aux ongles vernis en rouge sang. Jacques avait tout planifié. Les documents falsifiés étaient parfaits, signés avec une imitation experte. Et les lettres? Disparues. Volées ou détruites par lui, ou par elle. Sophie me rapportait les ragots. Marie pleurait aux funérailles, un voile noir sur les épaules, entourée d'amis marseillais de Jacques qui la consolaient avec des regards complices. Elle hérite de tout, Élise. La maison, l'argent. Il l'avait préparée. La trahison de ma fille me rongeait comme la gangrène. Était-ce possible qu'elle ait su? Que Jacques lui ait tout révélé, et qu'elle ait choisi le camp du vainqueur? Les nuits en cellule, je revivais nos souvenirs. Les promenades au cours Mirabeau, où je lui racontais les légendes de Provence, les amandiers en fleurs comme des mariées spectrales. Elle avait été mon soleil, et maintenant, elle me poignardait dans le dos. Je commençais à douter. Et si j'avais halluciné les lettres? Et si Henri était vraiment innocent, et moi la seule coupable? Le procès s'annonçait comme un drame racinien, plein de passions dévastatrices et de retournements. Sophie me préparait, on plaide la légitime défense psychologique. La peur d'une intrusion, le stress post-traumatique du veuvage. Mais je savais que ce serait futile. La France, avec sa justice impitoyable envers les matricides potentiels, non, ici c'était un parricide inversé, me condamnerait pour meurtre prémédité. Les journaux locaux s'en délectaient déjà. La veuve noire de Provence empoisonne son gendre. Titrait le Provençal, avec une photo de moi floue, l'air hagard. Pourtant, au milieu de ce chaos, un allié inattendu surgit. Le notaire de la famille, M. Bertrand, un vieillard voûté qui avait connu Henri. Il me contacta en secret, via Sophie. Élise, j'ai trouvé quelque chose. Dans les archives notariales. Paul Moreau n'était pas le frère innocent que l'on croyait. Il avait détourné des fonds familiaux, et Henri l'a confronté. L'accident. C'était peut-être Paul qui a saboté sa propre voiture pour une assurance vie truquée. Mon cœur s'emballa. Un twist dans le twist. Si Paul était le vilain originel, alors Jacques vengeait un fantôme corrompu. Bertrand avait les documents, un testament caché où Paul avouait ses fraudes. Je décidai de contre-attaquer depuis ma cellule. J'écrivis à Marie, une lettre tremblante sur papier pelure. « Ma fille chérie, lis ceci avant de me haïr éternellement. Ton fiancé était un menteur, mais peut-être l'étais-je aussi. Viens au grenier, cherche sous la latte brisée. Là, la vérité. Pardonne-moi ou damne-moi, mais sache. » Je scellai l'enveloppe d'un baiser, imaginant ses mains l'ouvrir. Les semaines passèrent en un brouillard de routine carcérale. La promenade dans la cour bétonnée, les ateliers d'écriture où je griffonnais des fragments de vengeance. Une codétenue, une gitane aux yeux noirs comme l'olivette, me raconta son propre crime. Un mari battu, un couteau dans le foie. La famille, c'est le pire poison, sœur. Elle avait raison. Marie ne répondit pas à ma lettre. Au lieu de cela, Sophie m'apporta une nouvelle qui me fit chanceler. Marie vendait la maison. Aux enchères publiques, pour rembourser les dettes de Jacques. Ma Bastide, avec ses fontaines murmurantes et ses rosiers centenaires, allait passer aux mains d'étrangers. La rage me consuma. Je refusai les repas, maigrissant jusqu'à l'os, mes cheveux grisonnant davantage sous les néons blafards. Laurent revint pour un dernier interrogatoire. Votre fille témoigne contre vous. Elle dit que vous étiez obsédé, que vous inventiez des histoires pour la garder à vous. Je ris, un rire amer comme le vermouth sec. Obsédé? Oui, par l'amour maternel. Dites-lui que je l'attends au jugement dernier. Le jour du procès arriva sous un ciel plombé,
typique d'un hiver provençal. La cour d'assises d'Aix-en-Provence bourdonnait comme une ruche, journaliste, curieux, et au premier rang, Marie, vêtue d'un tailleur noir, le regard fixe comme une statue de la Vierge. Le président, un homme sec aux lunettes pincées, m'annonça les charges, meurtre avec préméditation, peines alourdies par l'usage de poison. Mon avocat plaida la folie temporaire, mais je me levai, la voix ferme, « Messieurs, je ne suis pas folle. J'ai agi pour protéger mon sang du poison d'un imposteur. » Les témoignages fusèrent. Des voisins décrivirent Jacques comme un saint, Marie pleura en racontant nos disputes, accusant ma jalousie maladive. Puis vint Bertrand, le notaire, avec ses documents jaunis. La salle retint son souffle quand il révéla les fraudes de Paul, chèques falsifiés, assurances truquées. Jacques Moreau, né Paul Junior, savait. Il a manipulé Élise Duval pour l'héritage. Un murmure parcourut l'assemblée. Marie blêmit, ses mains tremblant sur le banc. Mais le coup de théâtre vint de Marie elle-même. Appelée à la barre pour la dernière fois, elle hésita, la voix brisée, « Ma mère. Elle m'a menti sur tant de choses. Mais Jacques. Il m'a avoué, une nuit, son lien avec l'oncle Paul. Il disait que c'était pour guérir les blessures familiales. Je l'ai cru. Et maintenant ?» Elle s'effondra en sanglots, avouant qu'elle avait aidé à cacher les lettres, par peur de la vérité. La salle explosa en chuchotements. Trahison sur trahison, ma fille avait su, et choisi le silence. Le jury délibéra 3 jours. 3 jours où je revis ma vie défiler. Les rires d'Henri sous les platanes, les premiers pas de Marie dans le jardin, le craquement fatal de la voiture de Paul sur la route de Gordes. Quand ils revinrent, le verdict tomba comme un couperet. Coupable, mais avec circonstances atténuantes. 15 ans de réclusion, commutable en 10 pour bonne conduite. Marie me fixa, les yeux vides, tandis qu'on m'emmenait. Dans le fourgon cellulaire qui roulait vers Marseille, je souris pour la première fois depuis l'empoisonnement. La vengeance n'était pas finie. J'avais planté une graine de doute en elle, et elle germerait. La maison, elle la garderait, hantée par les fantômes. Et moi, en cellule, je cultiverais ma propre liberté intérieure, attendant le jour où Marie viendrait implorer pardon. Ou non. Dans la Provence des âmes damnées, le pardon est le vrai poison. Les années en prison se fondirent en un kaléidoscope de routine monotone, ponctué par les visites sporadiques de Marie et les échos lointains du monde extérieur. J'avais 48 mois à purger avant une possible libération conditionnelle, mais le temps, ce traître provençal, s'étirait comme une sieste interminable sous les cyprès. La maison d'arrêt de Baumette, avec ses couloirs labyrinthiques et ses cours grillagés, devint mon nouveau terroir. J'y appris à cultiver des herbes en pot, pas de belladone, bien sûr, mais du basilic et du persil, qui me rappelaient les jardins de ma Bastide. Mes codétenus, un cœur de voix rauque et de rire forcé, devinrent ma famille de substitution. Fatima, la maghrébine qui volait des sacs à main pour nourrir ses gosses, et Léa, l'ex-prostituée lyonnaise qui rêvait d'un cabaret à Paris. Marie vint d'abord tous les mois, puis tous les 2, ses visites espacées comme les averses d'été. Au début, elle apportait des nouvelles de la maison. Les rosiers avaient fané sans mes soins, le Mistral avait arraché une tuile. Je la garde pour toi, maman. Un jour, tu reviendras. Mais ses yeux mentaient. Ils brillaient d'une culpabilité qu'elle noyait dans des verres de pastis solitaires. Je lui pardonnais en surface, lui racontant des anecdotes sur Henri pour raviver le lien. Ton père aurait ri de tout ça. Il disait toujours, la vie est comme une bouillabaisse, il faut remuer pour que les bons morceaux remontent. Elle souriait faiblement, mais je voyais les fissures, des nuits d'insomnie, des cauchemars où Jacques revenait, spectral, l'accusant. Puis, le doute s'insinua. Lors d'une visite, elle avoua, j'ai trouvé les lettres, maman. Celles que tu avais cachées sous la latte. Paul. Il était un voleur. Et Jacques le savait, mais il m'a juré que c'était pour nous unir contre le passé. Je hochai la tête, feignant la surprise. En vérité, j'avais prévu ce coup. Avant l'empoisonnement, j'avais glissé des copies falsifiées dans le grenier, semant le doute comme un paysan sème du blé vénéneux. Et maintenant, ma chérie, ressens-tu la trahison? Elle pleura, sa main pressée contre la vitre. Je vends la maison. Je ne peux plus y vivre. Les murs murmurent son nom. Vendre? Mon cœur se serra comme un citron pressé. La Bastide, avec ses fresques fanées et ses caves emplies de millésimes oubliés, allait-elle finir aux mains d'un promoteur marseillais? Je la mis en garde. Attends. Il y a un testament caché, celui de Paul. Bertrand le notaire peut le déterrer. Si Jacques était son héritier légitime, tu pourrais contester. Mensonge pieux, le testament n'existait pas, mais il planterait une nouvelle graine de chaos. Marie partit, pensive, et les visites se raréfièrent. Dehors, le monde provençal tournoyait sans moi. Sophie, mon avocate, m'écrivait.
des articles sur le scandale Duval-Moreau, des théories conspirationnistes sur les forums aixois. Certains me voyaient comme une martyre, une mère protégeant son foyer contre l'invasion, d'autres comme une sorcière empoisonnant l'amour filial. Les féministes locales pétitionnaient pour ma libération, arguant que j'avais défendu mon droit à la propriété contre un homme manipulateur. Les traditionalistes, eux, hurlaient au parricide moral, à la destruction de la famille. J'étais devenu un symbole, une Vénus vengeresse dans les colonnes du Figaro. Au 6e mois, un twist inattendu secoua ma routine. Une lettre anonyme glissée sous ma porte de cellule. « Élise, Marie n'est pas celle que tu crois. Demande-lui pour la nuit du 15 juin. » Signé d'une initiale, J. Mon sang se glaça. La nuit du 15 juin, 2 ans plus tôt, la date de l'accident de Paul. Était-ce possible? Je convoquai Sophie pour une visite urgente. Fouiller le passé de Marie. Discrètement. Et contacter Laurent, le capitaine. Il me doit une faveur. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'enquêtes clandestines. Sophie, avec son flair de renarde, déterra des faits. Le 15 juin, Marie, alors adolescente turbulente, avait fugué pour une soirée à Marseille avec des amis. Mais pas n'importe quels amis. Le cercle de Paul, des voyous du port qui trafiquaient en alcool frelaté. Et Jacques? Il était là, jeune homme de 19 ans, déjà impliqué dans les magouilles paternelles. Pire, des témoignages murmurés indiquaient que Marie avait surpris une dispute entre Paul et Henri ce soir-là, près de la route de Gordes. Elle avait vu Henri au volant, furieux, et Paul qui montait en titubant, ivre. L'accident. Marie l'avait vu se produire, et n'avait rien dit. La révélation me frappa comme un mistral en pleine face. Ma fille n'était pas innocente. Elle avait su pour le meurtre, ou du moins pour la dispute fatale, et avait choisi le silence pour protéger son père. Et Jacques? Il l'avait su aussi, via les confidences de Paul avant sa mort, et avait utilisé cela pour la séduire, la lier à lui par un pacte tacite de secrets partagés. Ils étaient complices, tous les deux, dans une danse macabre autour de la tombe de Paul. J'avais gâché ma vie à porter le crime seul, tandis qu'ils tissaient leur toile d'araignée amoureuse. La rage revint, plus aiguisée, plus française dans sa subtilité. Lors de la visite suivante de Marie, je la confrontai calmement, comme on sert un thé à la menthe lors d'une réconciliation apparente. Le 15 juin, ma chérie. Tu étais là, n'est-ce pas? Près de la route. Elle pâlit, ses lèvres tremblant comme des pétales de roseau. Comment? Je souris, glacial. Les murs murmurent, Marie. Même en prison. Tu as vu papa et l'oncle Paul se disputer. Tu as vu la voiture déraper. Et tu as menti, comme moi. Elle s'effondra, confessant en hoquet, j'avais peur. Papa m'a supplié de me taire. Et Jacques? Il m'a promis de m'aimer malgré tout. Nous étions liés par ça. Le pardon? Impossible. Mais la vengeance, oui. Je lui tendis un marché, aide-moi à sortir. Conteste la vente de la maison au nom de l'héritage familial. Sinon, je raconte tout à la presse. Ton silence deviendra ton crime. Elle partit en larmes, mais je savais qu'elle mordrait à l'hameçon. Les codétenus sentaient mon changement. Tu as l'œil du loup maintenant, Élise. Qu'est-ce que tu mijotes? Je haussai les épaules, cueillant une feuille de basilic. Rien qu'un peu de justice provençale. Bientôt, les rouages se mirent en branle. Marie contacta Bertrand, qui découvrit un codicille au testament d'Henri. La maison indivise, partagée entre elle et moi, tant que je vivrais. La vente fut annulée, provoquant un scandale. Des acheteurs furieux, des avocats braillant aux audiences. Et moi? Mon dossier fut rouvert. Laurent, piqué par la curiosité, rouvrit l'enquête sur la mort de Paul. Des expertises balistiques, non, automobiles révélèrent des traces de sabotage mutuel. Paul avait trafiqué les freins pour simuler un suicide assuré, mais Henri avait anticipé, ajoutant son propre poison au mélange. Le chaos s'installa, un opéra bouffe et tragique à la fois. Marie devint la paria d'Aix. Les voisins chuchotaient, les amis la fuyaient. Elle me visitait plus souvent, brisée, suppliant « Aide-moi, maman. Je suis perdu sans toi. » Je la consolais d'une main, complotant de l'autre. La libération conditionnelle approchait, grâce à son témoignage révisé. Ma mère agissait pour nous protéger d'un manipulateur. Le jury, ému par ce revirement filial, accorda la remise. Le jour de ma sortie, sous un soleil de plomb, Marie m'attendait à la grille, les clés de la Bastide dans la main. « Rentrons à la maison, maman. Ensemble. » Je montai dans sa vieille Peugeot, le cœur battant. La route vers Provence serpentait, bordée de vignes et d'oliviers tordus. Mais en moi, la belladone refleurissait. La vraie vengeance n'était pas l'empoisonnement de Jacques. C'était de la laisser,
ma fille, porter le poids du secret, jour après jour, jusqu'à ce qu'il la consume. Revenir à la Bastide fut comme ressusciter d'un long coma. Les odeurs familières m'assaillirent dès le seuil, lavande séchée, pierre chauffée par le soleil, et un relent subtil de trahison. Marie avait tenté de restaurer. Les volets repeints, les rosiers taillés, mais les murs portaient encore les cicatrices, comme des veines saillantes sur un corps vieilli. C'est à nous maintenant, maman. Pour toujours. Sa voix était un mélange de ferveur et de peur, ses yeux scrutant mon visage comme un enfant guettant l'absolution. Les premiers mois furent une danse délicate, un menuet provençal où chaque pas masquait un poignard. Nous dînions sur la terrasse, sous la treille reverdie, avec du gigot d'agneau et du Châteauneuf-du-Pape qui coulaient comme des larmes de repentir. Marie parlait de recommencer, un petit atelier de couture pour elle, peut-être un bed et breakfast pour attirer les touristes anglais épris de Provence. On effacera le passé, hein. Je hochai la tête, remplissant son verre, observant comment le vin rosissait ses joues, comment ses mains tremblaient encore en tenant la fourchette. Mais le passé, ce fantôme entêté, refusait de s'effacer. Les nuits, je l'entendais gémir dans son sommeil, murmurant « Jacques ». Pardon. Je veillais, éveillé par le cri des cigales, planifiant la phase finale. La vengeance n'est pas un coup d'éclat. C'est une érosion lente, comme le vent sculptant les falaises des Calanques. J'avais pardonné en apparence, mais en secret, j'avais contacté un privé marseillais, un ancien flic nommé Rico, pour creuser plus profond dans le lien entre Marie et Jacques. Rico revint avec un dossier épais comme un roman de Simenon. Photo floue d'une jeune Marie, 16 ans, enlacée avec un Jacques adolescent lors d'une fête au Vieux-Port. Des SMS archivés, exhumés d'un téléphone jeté, notre secret nous unit, mon amour. Paul méritait mieux que les Duval. Ils s'étaient aimés avant le hasard de leur rencontre 2 ans plus tôt. Jacques avait orchestré le tout, la découverte de Marie via des amis communs, la séduction calculée pour infiltrer la famille. Et le 15 juin, Marie n'avait pas seulement vu l'accident. Elle avait hébergé Paul la veille, ivre et furieux, et l'avait vu partir en rage vers Gordes. Elle savait pour les freins sabotés par Paul lui-même, un suicide raté pour frauder l'assurance et ruiner Henri. Pire, dans une lettre à Jacques, elle écrivait « Je et maman pour avoir couvert papa. Toi et moi, on prendra tout ». La trahison était viscérale, un inceste moral avec le fils de l'oncle maudit. Ils avaient comploté pour me briser, pour que je gâche le crime originel seul, pendant qu'ils s'enrichissaient sur mes ruines. Je rangeais le dossier sous la latte du grenier, là où tout avait commencé, attendant le moment propice. L'occasion survint lors de la fête de la lavande, en juillet, quand les champs violets ondulaient comme une mer en furie. Marie insista pour y aller, revivre l'innocence, stand de produits artisanaux, danse folklorique et un bal sous les étoiles. Viens, maman. Dansons comme avant. J'acceptai, emportant une fiole discrète, pas de poison cette fois, mais un somnifère puissant, dilué dans une bouteille de pastis maison. Au milieu de la foule joyeuse, au son des accordéons, je lui en versai un verre. À notre nouvelle vie. Elle but, riant, ses boucles dansant dans la brise parfumée. La nuit tomba, et nous rentrâmes, elle somnolente, s'effondrant sur le canapé du salon. Je la veillai, puis, quand la lune fut haute, je la traînai jusqu'au grenier, pas brutalement, mais avec la tendresse d'une mère berçant un enfant turbulent. Là, sous la lampe à huile vacillante, je sortis le dossier. Réveille-toi, ma chérie. Il est temps de danser avec les fantômes. Le somnifère la tenait dans un demi-sommeil, assez lucide pour entendre, pas assez pour résister. Je lus à voix haute, les SMS, les photos, les aveux. Tu l'as aimé avant, n'est-ce pas? Le fils de Paul, ton complice. Vous avez voulu me détruire pour l'héritage. Pour venger un suicide foireux. Ses yeux s'ouvrirent, vitreux, emplis d'horreur. Maman. Non. C'était du passé. Je ris, doucement. Le passé? C'est ce qui nous dévore, Marie. Comme la belladone dévore les veines. Je ne la touchais pas, pas besoin. Les mots étaient mon arme, gravant la culpabilité dans son âme comme un burin sur l'albâtre. Le lendemain, elle fut changée, pâle, muette, évitant mon regard. La maison devint un mausolée vivant, nos conversations réduites à des murmures sur le pain et le linge. Elle commença à boire, seule dans le jardin, fixant les rosiers comme s'il lui reprochait son silence. Je jouais la mère compatissante. Thé à la camomille, promenade au marché où je marchandais des herbes pour calmer les nerfs. Mais intérieurement, je savourais. Elle portait maintenant le fardeau, gançant le secret comme je l'avais fait pour Henri. Puis, le chaos trao éclata lors d'une visite de Laurent, le capitaine, désormais retraité mais toujours curieux. Il vint pour clore l'enquête sur Paul. Suicide confirmé, Élise. Paul s'est saboté lui-même. Pas de meurtre.
Marie, entendant depuis la cuisine, surgit, hystérique. Suicide? Mais Jacques croyait que c'était papa. On a tout gâché pour rien. Les mots jaillirent, un torrent de confessions, leur complot, l'amour interdit, la décision de m'évincer. Laurent écarquilla les yeux, notant tout. Ça change la donne pour votre affaire, Élise. Innocence potentielle. Mais je l'arrêtai d'un geste. Non, capitaine. Laissez. C'est une affaire de famille. Il partit, perplexe, et Marie s'effondra à mes pieds. Pardon, maman. J'étais jeune, amoureuse, bête. Jacques m'a manipulé, mais j'ai suivi. Je la relevai, l'embrassant sur le front. Le pardon est un vin doux, ma fille. Mais il laisse un arrière-goût amer. Pourtant, la tension culmina. Marie, rongée par la culpabilité, tenta de se suicider une nuit pluvieuse. Une poignée de somnifères avalés avec du vin, trouvée pâle sur le sol de la salle de bain. Je l'amenai à l'hôpital d'Aix, veillant à son chevet tandis que les médecins pompaient son estomac. « Pourquoi, ma chérie ?» murmurai-je quand elle reprit conscience. « Pour effacer la douleur. Pour toi, pour Jacques, pour Paul. » Ses yeux, rougis, imploraient. Là, dans la chambre stérile, je fis mon choix controversé. Au lieu d'appeler un psy, je lui racontai tout sur Henri. Ses adultères, ses faiblesses, le jour où j'avais failli le quitter. Nous sommes tous empoisonnés, Marie. Mais on survit en buvant le calice jusqu'à la lie. De retour à la maison, notre relation muta en une alliance précaire. Elle arrêta de boire, planta de nouveaux rosiers. Je repris l'herboristerie, vendant des sachets de lavande aux touristes. Mais les nuits, je sentais son regard sur moi, méfiant, comme si elle craignait le poison dans son thé. Et moi, je me demandais si j'aurais dû la laisser mourir, ce geste génique qui aurait clos le cycle. Les lecteurs de ma vie, car un livre sur l'affaire sortit, un best-seller sulfureux, se divisèrent. Certains applaudirent ma clémence maternelle, d'autres crièrent au chantage psychologique, à la torture morale. La vengeance atteignait son apogée, non dans la mort, mais dans la survie hantée. Marie vivait, mais chaque lever de soleil lui rappelait sa trahison. Je vivais, libre mais enchaîné à elle par des liens de sang empoisonnés. La Provence, indifférente, continuait ses cycles. Vendange, foire au fromage, Mistral qui emportait les feuilles mortes. Et nous, deux ombres dans la Bastide, dansions notre menuet macabre. L'hiver suivant fut rude, un sirocco chargé de sable qui fouettait les volets et nos âmes à vif. La Bastide, avec ses cheminées crépitantes, devint un refuge précaire contre le froid extérieur et intérieur. Marie et moi avions scellé une trêve fragile. Des dîners silencieux où le vin coulait sans excès, des promenades le long des canaux d'Aix où nous parlions de tout sauf du passé. Elle avait ouvert son atelier de couture, habillant les bourgeoises locales en robes fluides inspirées des toiles de Cézanne. Un succès modeste, qui la gardait occupée. Moi, je tenais une herboristerie au marché, vendant des tisanes, pour les cœurs brisés, avec un sourire qui masquait le cynisme. Mais les fantômes ne dorment jamais longtemps en Provence. Au printemps, une lettre arriva, postée de Marseille, anonyme, avec une photo jaunie. Marie et Jacques, enlacés sur une plage des Calanques, datée du 15 juin d'il y a 8 ans. Au verso, une note tapée à la machine, elle porte son enfant. Un petit-fils de Paul. Demande-lui. Mon monde vacilla. Un enfant? Marie enceinte de Jacques, avant leur rencontre officielle? Je la confrontai ce soir-là, dans le salon éclairé par les flammes dansantes de la cheminée. Qui est-ce? Demandai-je, agitant la photo comme un étendard de reddition. Elle blêmit, ses mains se crispant sur son verre de tisane. Maman. C'était avant. Une erreur de jeunesse. Les mots se bousculèrent. Oui, elle avait été enceinte, à 18 ans, d'un Jacques qu'elle croyait un flirt innocent. Avortement discret à Marseille, financé par les magouilles de Paul. Il m'a promis le silence et l'amour éternel. C'est pour ça que je l'ai suivi plus tard. Le secret nous liait comme une chaîne. Un enfant perdu, un petit Duval Moreau jeté aux orties. La révélation me terrassa. J'aurais pu être grand-mère, une lignée pour racheter les crimes du passé. Au lieu de cela, un vide, un autre fantôme a hanté nos nuits. Marie pleura, s'agenouillant, je ne pouvais pas le garder. Pas avec le poids de Paul sur nous. Je la serrai contre moi, pour la première fois depuis l'empoisonnement, sentant son corps frêle trembler. Nous sommes maudites, ma fille. Mais peut-être que c'est la twist finale. Au lieu de la haine, la compassion. Pourtant, la vengeance murmura une dernière fois. Au lieu de pardonner pleinement, je décidai d'un acte controversé. Révéler le tout à la presse locale, anonymement, via Rico. Un article paru dans la Provence, le secret enfoui de la famille Duval, un enfant perdu dans l'ombre du meurtre. Marie lut, hurla,
me confronta. « Pourquoi, maman? Tu me détruis encore. » Je haussai les épaules, calme comme un olivier centenaire. « Pour que tu portes tout, comme je l'ai fait. Pas la mort, mais la vérité. Les lecteurs jugeront, héroïne ou monstre. » Le scandale éclata, divisant Aix en deux camps. Les uns pleuraient la tragédie des femmes bafouées, pétitionnant pour un film, un thriller provençal à la Chabrol. Les autres accusaient Marie de manipulation, moi de sadisme maternel. Elle tenta de fuir, emballant ses robes dans une valise, mais resta, clouée par le regard des voisins. Je ne peux pas partir. C'est notre maison, notre malédiction. L'été revint, torride, avec ses marchés grouillants et ses festivals de jazz. Nous allâmes à celui de Gordes, face à la route fatale, et pour la première fois, nous parlâmes librement, de Paul le voleur, d'Henri le faible, de Jacques le serpent charmant. « Et nous » demanda-t-elle, ses yeux brillants sous les guirlandes lumineuses. Je pris sa main. « Nous survivons. C'est la vraie revanche. » Mais la fin n'est jamais nette en France, où les tragédies se nouent en boucles infinies. Un soir d'automne, alors que le Mistral hurlait, Marie avoua « J'ai menti encore. L'enfant, je ne l'ai pas avorté. Je l'ai donné à l'adoption. À Marseille, à une famille anonyme. » Twist final, un petit-fils vivant quelque part, portant nos sangs mêlés. Elle avait eu, par peur, par honte. Trouvons-le, dis-je, le cœur serré. Ou pas. La quête ouvrirait une nouvelle boîte de Pandore. Nous décidâmes de chercher, ensemble, consultant des agences, fouillant les archives. Mais au fond, je savais, la vengeance était accomplie. Pas en mort, mais en révélation. Marie vivait, hantée mes entières. Je vivais, libéré mais marqué. La Bastide tenait bon, ses murs ocre témoins de nos drames. Et la Provence, éternelle, riait de nos folies humaines, ses champs de lavande murmurant, la vie est un poison doux. Buvez-la jusqu'à la lie. Fin.